On est ensemble sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous débattons, nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur de la revue politique et parlementaire. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le progrès est-il dangereux chez Humain Science ?» François Coq, enseignant essayiste, votre livre « L'impératif démocratique » est paru chez Fayard, c'est ça ? Je ne sais plus chez qui il est paru. Non, chez Éric Jamet Édition. Éric Jamet Édition. Régis de Castelnau, avocat. Bonjour Régis, votre Bonjour, blog Valérie. Vue du droit. Vous collaborez également au magazine Causeur. Et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour à vous. Alors, selon Christophe Castaner, l'émotion l'emporte sur le droit. Et puis cette question, le gouvernement a-t-il la pétoche, comme le dit Philippe de Villiers? Philippe de Villiers qui sera tout à l'heure l'invité d'André Berkoff. On va parler également de ce nouvel antiracisme à l'américaine, on l'a un petit peu évoqué dans l'heure précédente, et puis si on a le temps on parlera du déconfinement. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas plus vite? On peut se poser cette question. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention à vous dans l'actualité. Commençons peut-être avec Arnaud Benedetti. Coup de cœur pour notre consoeur Laurence Taillade. Oui, justement, parce que c'est une de vos intervenantes régulières, Laurence Taillade, que nous connaissons bien et qui a des positions très fortes et des convictions pleinement assumées, a eu un débat il y a quelques jours sur une radio concurrente avec Rokhaya Diallo, et ce débat a donné lieu malheureusement sur les réseaux sociaux à un tombereau d'injures dont Laurence Taillade a été victime, mais beaucoup plus grave en l'occurrence, c'est que son adresse personnelle a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Alors bien évidemment c'est un soutien que je veux accorder et exprimer en direction de Laurence Taillade, mais ça traduit malheureusement cet incident, qui est plus qu'un incident d'ailleurs, c'est un délit, en l'occurrence une dégradation profonde du débat public, où finalement nous ne pouvons plus débattre avec sérénité, en se respectant les uns les autres, quelles que soient nos convictions et nos origines. Et je trouve que quelque part il y a un vent mauvais qui souffle sur l'espace public ces derniers temps, et que bien évidemment les réseaux sociaux, en l'occurrence, sursoulignent, même s'ils ne sont pas totalement et définitivement responsables de cet état de la situation, mais en tout cas je trouve cela parfaitement non seulement regrettable, mais même, il faut employer le mot, assez indigne. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais apporter mon soutien également, parce que c'est pas possible, effectivement, d'avoir un débat qui a pour conséquence des insultes, des menaces de mort et, comme vous l'avez dit, de la divulgation d'une adresse personnelle. Éric Verhaeghe. Oui, alors je m'associe quand même au passage à, oui, je pense que peut-être ce que disait Arnaud, en précisant que moi-même il m'est arrivé de subir des campagnes de haine sur des questions identiques, et j'ai toujours eu la conviction que j'étais dans mon opération victime de ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire que une personne seule dispose de plusieurs dizaines de comptes Twitter. Elle est financée pour ça. Moi, je suis convaincu que l'opération a été financée par les frères musulmans ou des gens proches, disposant de fonds probablement apportés par des monarchies de la péninsule arabique. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu de gens qui disposent de centaines de comptes qui sont capables de vous agonir d'injures. Et je pense qu'il faut une loi obligeant à la transparence sur Twitter, et notamment je pense qu'il faut trancher dans le vif et arrêter le pseudonymat sur Twitter, parce que c'est vrai qu'il est le prétexte à des déferlements de haine, et je pense que le jour où Twitter vérifiera l'identité de chaque détenteur de compte, on tuera la haine sur Twitter. Et donc je suis pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tweetent avec leur nom et avec leur Sauf compte. Que vous ne savez pas si leur nom est leur vrai nom. Moi, je sais que dans l'opération dont j'étais victime, il y avait des comptes qui avaient 2-3 followers, c'est-à-dire des comptes qui venaient d'être créés pour la circonstance et pour m'insulter. Et je pense que ça, il faut l'arrêter. C'est la meilleure façon de tuer la haine sur Twitter. On précise que Laurence Taillade a porté plainte, c'est la chose à faire, évidemment. Régis de Castelnau, vous qui êtes avocat.
Même si parfois ça a peu de chances d'aboutir, mais... C'est très, très, très efficace, c'est fulgurant. La petite Mila a reçu 20 ou 30 000 menaces de mort, injures, etc. C'était au mois de novembre dernier, il n'y a pas eu une investigation, pas une arrestation, pas une garde à vue, pas une procédure. Bravo le parquet français, bravo la justice française, c'est une blague. Ces plaintes ne servent à rien, hein, parce qu'il y a la volonté de ne pas y toucher. Comme par hasard. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On a un auditeur qui nous dit Madame Diallo, elle aussi est attaquée sur les réseaux sociaux, certes, menacée de mort, elle l'a dit, c'est sûr. Sauf que jusqu'où on va et la révélation de l'adresse personnelle, me semble-t-il, est un pas, un cran suffisant, tout comme Madame Diallo, sur Madame Traoré, sur laquelle je vais revenir, qui balance le nom des gendarmes à l'antenne depuis quelques jours, ce qui ne me semble pas être non plus extrêmement intelligent. Mais bon, on va en reparler de Madame Diallo. Alors, je vais quand même faire mon coup de cœur au passage. Oui, faites votre coup de cœur, absolument. Une bonne nouvelle, puisque l'Observatoire des inégalités a fait une étude qui indique qu'il y aurait entre 7 et 10% des Français qui seraient riches. Et donc, je trouve que ça contrevient quand même, ça contredit le discours habituel sur il y a de plus en plus de pauvres et de moins en moins de riches, de plus en plus riches. En réalité, la France est un pays où des gens peuvent accéder à un niveau de revenu lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils font effort pour y arriver, et peuvent accéder à un niveau de revenu tout à fait satisfaisant. Et donc, je pense que la situation sociale du pays est beaucoup moins dramatique que certains discours n'essayent de le faire croire. Et donc, je voulais quand même souligner qu'on peut se féliciter d'avoir un pays qui reste un pays riche. D'ailleurs, il y a une étude des pays du Nord qui montre que les Français et les Italiens sont plus riches en patrimoine, en tout cas, que les Allemands et les Hollandais. Oui. Alors après, évidemment, c'est difficile à entendre pour des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Mais je ne sais pas si vous avez entendu le président de Century 21 qui nous a expliqué que l'immobilier repartait sur les chapeaux de roue avec une consultation absolument insensée, plus 156% pour les demandes de résidences secondaires. Donc ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. François Coq, coup de gueule. Oui, permettez-moi juste de dire quand même qu'il y a des gens qui font des efforts pour s'en sortir et que ces gens-là ne sont pas forcément riches pour autant, hein, quels que soient les efforts qu'ils font. Hein. Moi, je préfère quand même qu'on le dise aussi comme ça. Alors moi, j'en viens sur mon coup de gueule, puisque vous avez vu que hier, le parquet de Paris a fait un communiqué annonçant qu'il y aurait un traitement collectif de 62 plaintes au pénal, notamment pour homicide volontaire, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en péril, à propos des responsabilités sur le Covid-19. Alors, notons quand même que les principaux responsables, eux, ne sont pas concernés, puisque le président de la République continue à bénéficier de son impunité, puisque les ministres, eux, vont être traités par la Cour de justice de la République, qui, je ne sais pas si c'est une grande lessiveuse, mais c'est sans doute une grande blanchisseuse, et on n'est pas prêt d'avoir les résultats de ces enquêtes. Donc là, on est finalement un petit peu sur les subalternes, mais qui ont quand même effectivement des responsabilités dans l'affaire. Mais mon coup de gueule est pas directement là-dessus. C'est sur les termes du communiqué du procureur de Paris, Rémi Heitz. Celui-ci dit, et je le cite, « S'il y a des fautes pénales, ce sont très probablement des fautes non intentionnelles. » Autrement dit, dès le début, dès le niveau de l'enquête préliminaire, il préjuge de l'enquête. Et je ne sais pas, il vient nous dire que les mensonges de M. Salomon, par exemple, qui est concerné par ces plaintes, les mensonges sur les masques, sur les tests, sur le fait que ça ne servait à rien de porter un masque, toutes ces mises en danger, sans doute que M. Salomon a menti à l'insu de son plein gré. Écoutez, je me demande dans quelle mesure M. Rémi Heitz, le procureur de Paris, ne va pas servir le pouvoir qu'il a mis en place. On se souvient de la polémique, un peu plus que ça, quand il a été nommé en 2018 et la main de l'Élysée apparaissait là derrière. Et il ne faudrait pas que cette demande de compte et cette colère populaire permettent une fois encore à ceux qui sont les responsables de se soustraire à leurs responsabilités. Et il faut que lumière soit faite et que tous ceux qui ont spéculé sur la vie des gens soient sanctionnés. Voilà. Et je pense que cette enquête... Alors Valérie, je voudrais répondre avant de passer à mon coup de gueule à François qui dit des choses justes et des choses fausses. Premièrement...
le communiqué, après je dirais ce que je pense de l'initiative de M. Heitz et à quoi elle sert. Quand vous dites que la Cour de justice de la République est lessiveuse, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, d'abord parce que lorsque ces affaires viendront devant cette Cour de justice de la République, elle ne sera pas composée des parlementaires du Parlement actuel. Cette espèce de Parlement croupion au service de Macron. Ce sera peut-être assez différent. Mais ça restera l'entre-soi. Non, mais ça, on peut pas dire ça. On peut pas être pour la séparation des pouvoirs et considérer que c'est Monsieur Tournaire ou je ne sais quel justicier de juge d'instruction que j'ai pratiqué pendant 48 ans qui va décider qui sera ministre ou pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. Deuxièmement, que Heitz dise que ce sont des infractions non intentionnelles, c'est pas. Il le dit parce que c'est le code pénal qui le dit. Les infractions non intentionnelles, il y a tout un tas de choses. Il a parlé de la faute caractérisée, etc. Le problème, il n'est pas qu'ils échapperont à leur responsabilité pénale. Je rappelle quand même qu'il ne faut pas se servir de la justice et l'instrumentaliser à des fins de règlement de compte politique. Ça, c'est un défaut français, et je pense, et j'ai été le premier dès les aveux circonstanciés de Madame Buzyn, à dire qu'il y aurait du pénal. Mais il y aura du pénal pour identifier les fautes et punir ceux qui les ont commises. Le contrôle politique, ça appartient au Parlement. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a du pénal à tous les étages dans cette affaire. À tous les étages, il y a des décisions qui ont été prises, il y a un manque de préparation, et Salomon qui dit en 2017 on n'est pas prêt à affronter une pandémie, et qui dit en février cette année tout va bien. Bon, donc ok, ils rendront des comptes. Seulement le problème avec la décision de Rémietz, et là je reviens vers François pour lui dire qu'il a raison, qui est un instrument installé là par Emmanuel Macron, son communiqué d'hier et cette ouverture d'une enquête préliminaire qui est sous sa responsabilité est le moyen d'enliser l'affaire. Ça va être centralisé et on va dire maintenant, on parle plus, c'est plus la peine de parler des responsabilités pénales, la justice est saisie, laissons-la faire son travail. Laissons faire son travail à la justice, qui est une bonne position, mais là, on comprend parfaitement, enquête préliminaire, c'est-à-dire que c'est le parquet. Il n'y a pas de juge d'instruction du siège indépendant nommé. Donc, c'est une opération de pure diversion, de pur enlisage. Voilà, je prends mes... Alors, bon... Arnaud, peut-être que Arnaud voulait réagir sur ça. En l'occurrence, c'est une opération de communication. Je suis d'accord avec ce que dit sur le contenu Régis de Castelnau, mais la vérité, c'est que les termes qu'ils sont choisis dans le communiqué de presse du procureur visent bien à montrer, d'abord, dans un premier temps, que politiquement, oui, vous voyez, on est dans un état de droit où la justice fait son travail, donc il s'agit d'une certaine manière de répondre à une opinion qui parfois est dubitative quant à la poursuite concernant les responsabilités d'un certain nombre de dirigeants, mais on prend quand même des précautions qui, sur le plan sémantique, laissent suggérer que finalement l'enquête et que la procédure vise d'une certaine manière, en effet, à enliser la séquence judiciaire. Allez, on va marquer une pause et on va revenir dans un instant. Il y aura le coup de gueule de Régis de Castelnau et puis nous débattrons de plein d'autres choses avec vous. La police, l'émotion doit-elle primer sur la loi? Tout ça avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble et nous commentons l'actualité. Alors Régis de Castelnau, votre coup de gueule? C'est la passion française, mais pas seulement, pour la censure. C'est assez extraordinaire de voir que, je veux dire, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc, on veut pouvoir dire des choses, mais on supporte pas que ceux qui ne sont pas d'accord le fassent également. Alors, ça concerne le monde entier, et ce goût pour interdire les livres, interdire parfois les œuvres d'art. On a appris que Autant n'emporte le vent avait été retiré du catalogue Alors, HBO. Il n'a pas été retiré. La précision, ils ont extrêmement mal communiqué, donc ils vont l'accompagner d'une note explicative pour contextualiser le film et expliquer ce qui est tout aussi désastreux.
Nous sommes tous des petits enfants. C'est comme comment est-ce qu'il s'appelle, qui voulait interdire Tintin au Congo. Bon, donc non, c'est assez impressionnant. Il y a la pétition pour faire taire définitivement Zemmour de partout. Il y a tous ces débats sur les réseaux où on voit que on proteste contre la censure imposée par des organismes privés que sont Twitter et Facebook. Moi, je veux plein de gens, plein d'amis qui protestent et puis qui disent, regardez, au comité machin, il y a une salafiste, au comité de surveillance, il y a une Israélienne spécialiste de la censure et tout. Et lorsque Donald Trump vient dire il faut réguler, ces réseaux doivent être neutres parce qu'il a été censuré, à ce moment-là, comme il s'agit de Trump, les mêmes qui se plaignent de la censure contre eux applaudissent quand c'est Trump. Je ne sais pas si vous avez vu l'incident qui s'est produit au New York Times. Il y a une tribune d'un sénateur qui dit voilà, il faudrait que l'armée intervienne. Je suis contre l'intervention de l'armée, mais lever de bouclier des journalistes, comme ceux du Figaro qui avait fait une pétition pour qu'on vire Zemmour, et la tribune a été enlevée et le responsable de cette tribune a été viré. Donc, il y a une espèce de passion pour la censure. Et puis, il y a eu ces lois liberticides, Avia, fake news et compagnie. Moi, je suis assez inquiet dans ce climat tendu. La haine, d'accord, mais pour autant, c'est pas en bâillonnant tout le monde qu'on fera avancer les choses. Voilà. Un commentaire, François Coq? Oui. Ouais. Moi, je veux bien ajouter un mot. Éric Verhaeghe. Les esprits en France et dans les démocraties dites libérales, qu'on appelait libérales à une époque, sont bien préparés à des mesures d'autorité pour museler l'opinion. Ce qui est très intéressant, je rejoins ce que dit Éric, ce qui est très intéressant, c'est que les défenseurs de la démocratie libérale se font plus illibéraux que les illibéraux. En fait, c'est quand même assez regrettable qu'au pays de Voltaire, qui est le pays de la tolérance et où finalement on doit accepter les expressions dans leur diversité, on en soit arrivé à ce point où on a en effet des professionnels de la censure qui viennent nous dire ce que nous devons exprimer ou ce que nous devons taire. C'est là aussi, ça fait partie de la dégradation du débat public. En l'occurrence, on n'accepte plus la position différente, ce qui est quand même un vrai problème en démocratie. Avec la question d'où vous parlez, c'est-à-dire qui êtes-vous, vous blanc par exemple pour parler des noirs, qui êtes-vous homme pour parler du viol, qui êtes-vous juif pour parler c'est toujours aussi la question où on délégitime celui qui a un argument qui ne va pas dans votre sens parce qu'il n'est pas concerné par la cause. Oui, tout à fait. Et ce sont très souvent d'ailleurs les combattants professionnels de toutes les discriminations qui nous assignent à notre propre identité et à notre propre origine. Ce qui est quand même problématique et assez contradictoire avec leur volonté de lutter contre les discriminations. On va en reparler tout à l'heure justement à l'occasion des manifestations et de la discrimination. Peut-être juste un mot, François Coq, sur ce que disait Régis de Castelnau. Cela renvoie à la place qu'on accorde à la loi et à la lecture qu'on en a. Si à un moment donné on s'en tient à la loi sanctionne les propos racistes. Et donc à un moment donné, il y a un cadre qui peut être le cadre commun. Et si on s'en tient au cadre commun, dans ce cadre-là, il doit y avoir un débat public, y compris si des positions contradictoires doivent pouvoir s'exprimer. Et d'une certaine façon, on a fait la loi en créant des censures secondaires. Non, alors je crois que François dit une chose très importante, il y a un cadre juridique. C'est une liberté fondamentale prévue par la Déclaration des droits de l'homme et par la Constitution, la liberté d'expression, mais elle peut être limitée s'il y a un intérêt public. Mais ça... c'est le juge qui en décide a posteriori. On ne peut pas censurer en amont. Si vous franchissez la limite, et c'est heureux, qui est ses limites, etc. Donc, la discrimination, le racisme... ce n'est pas ce que dit la loi Avia. Justement, tout à fait. C'est le gros problème. C'est bien le problème de la loi qui est liberticide aujourd'hui. Elle fait de la censure a priori. Vous avez le droit dans votre tête d'être raciste ou antisémite, vous n'avez pas le droit de l'exprimer. C'est ça qui est tout à fait essentiel. Alors, quand on dit l'antisémitisme est un délit, non. L'antisémitisme exprimé est un délit. Donc, ce cadre, il existe et il fonctionne depuis la loi sur la presse de 1881, qui était remarquable.
remarquable. C'est-à-dire que nos républicains de l'époque, entre la loi sur la laïcité et la loi sur la presse, ils étaient bons. Hein. Bon, alors on a pris beaucoup de temps pour ce tour de table. On va revenir dans un instant. Moi, je voudrais revenir sur la communication de la famille Traoré, sur hier l'intervention de Christiane Taubira, qui a quand même été garde des Sceaux. Je voudrais qu'on en parle 2 secondes avant de parler des déclarations de Christophe Castaner, qui ont évidemment beaucoup fait réagir. L'émotion l'emporte sur le droit. On en parle dans un instant. Alors, on est ensemble jusqu'à midi. Je voulais revenir et avoir votre sentiment sur la communication d'Assa Traoré, qui est reçue sur tous les plateaux. Hier, elle était dans l'émission Quotidien. Et je voulais vous faire écouter Christiane Taubira, qui est intervenue dans cette même émission. Écoutez ce qu'elle disait. Vous êtes notre chance. Vous êtes aussi une chance pour la France. Nous avons la chance de vous avoir. Peut-être vous demandez... simplement de dire à votre maman que je la salue avec respect et affection, et que si je pouvais capturer un bataillon de vers à soie, je le ferais pour recoudre juste un petit bout de son cœur brisé. Dites-la que je la salue avec respect. Voilà, et je voulais vous faire écouter une chronique de Nicolas Poincaré ce matin sur BFM TV, qui parle, lui, d'un autre aspect de la famille Traoré. Peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcéré à la prison d'Ony, la maison d'arrêt du Val d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violé par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard. Adama a ensuite été libéré et il est mort avant d'avoir été poursuivi ou entendu sur ces accusations. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée, parce que 2 ans plus tard, ce même garçon est retrouvé par Yacouba Traoré, celui de l'incendie du bus. C'est une expédition punitive contre lui. Steven est embarqué dans une voiture puis tabassé avec une planche de bois. Pour ce garçon, c'est un peu la triple peine. 1, il était en prison. 2, il a été violé. 3, il s'est fait casser la gueule pour avoir osé dénoncer ce viol, alors qu'en vrai, il avait rien à dénoncer. C'est sa mère qui avait porté plainte. En tout cas, Yacouba Traoré a encore été condamné pour ces faits. Il se trouve aujourd'hui en prison. Voilà, donc évidemment, Adama Traoré est mort. Rien ne justifie la mort d'un homme quand il est arrêté par des policiers. Mais personne ne connaît le dossier. Madame Traoré le connaît évidemment. Et je trouve qu'il y a une simplification de cette affaire que je trouve absolument fascinante. Une réaction ? Est-ce que je peux dire un petit mot, comme d'habitude, sur l'aspect juridique, je trouve ça assez amusant de voir que c'est exactement comme pour l'affaire Sarah Halimi. Je compare pas les affaires de fond, mais c'est-à-dire que vous avez un groupe de personnes qui essaient de faire pression sur la justice en s'emparant d'un problème politique. Dans l'affaire Sarah Halimi, il s'agissait de dire il faut lutter contre l'antisémitisme. Donc le gars déclaré fou par les experts ne peut pas être fou puisque c'était de l'antisémitisme. Et là, on dit de la même façon, en s'emparant de la cause des violences policières et parfois des violences racistes policières, parce que ça existe, je suis désolé, on s'empare pour essayer de faire pression sur la justice. Mais c'est dit très clairement. Le problème, c'est que on peut pas s'en sortir, parce qu'au bout d'un moment, si dans un état de droit, c'est la justice qui doit s'en occuper, mais si vous commencez par disqualifier, par dire 1, les policiers ont tué, 2, les magistrats sont tous des vendus comme les experts qui défendent la raison d'État. Je veux dire, dans ce cas-là, ok, ça peut plus fonctionner. Et puis dernier point. La vraie question de cette affaire, et qui est très très gênante. Je ne parle pas d'Assa Traoré, qui est une personne de talent, très énergique, etc., et qui mène son combat, c'est légitime. Mais le problème, c'est que c'est une imposture. C'est-à-dire que Adama Traoré n'a pas été interpellé, avec la mort qui s'en est suivie, peut-être de la responsabilité des gendarmes, parce qu'il était noir.
C'est devenu, on a assimilé, il a été interpellé parce que c'était un délinquant. Et pour quelle infraction? Puisque son frère a été condamné, on venait arrêter le même jour, son frère a été condamné pour extorsion de fonds sur personnes vulnérables à 30 mois de prison ferme, ce qui n'est pas spécialement rutilant. Donc, il y a ce problème. Et qui, à mon avis, des conséquences, on en parlera peut-être. Il y a ce problème, c'est que on a autour de ce cas effectivement une imposture. Ça n'est pas un martyr de la cause antiraciste. Hein, en plus, les gendarmes mis en cause étaient également antillais. Non, mais c'est l'histoire, la petite histoire racontée par Assata Traoré à chaque fois sur tous les plateaux. Il fêtait son anniversaire, ses 24 ans, il avait mis sa chemise à fleurs. Vous écouterez, il avait mis sa chemise à fleurs, son Bermuda. Donc voilà, pardon Arnaud Benedetti. Oui, non, mais c'est tout simplement le storytelling d'une défense. Mais moi, je crois que ce qui est assez significatif dans cette affaire, c'est ce qu'elle nous dit fondamentalement, là aussi, du débat politique. C'est qu'on voit bien qu'il y a derrière le cas Traoré la volonté de faire un copier-coller de ce qui s'est passé aux États-Unis, de l'instrumentaliser et de mener à travers le cas Traoré un combat politique. C'est quand même quelque chose qui apparaît de manière assez évidente. On voit que quand même dans la mobilisation et dans les mobilisations auxquelles nous avons assisté ces derniers jours, qu'il y a tout un groupement, tout un ensemble de collectifs d'acteurs politiques qui visent des objectifs qui sur le fond n'ont strictement rien à voir avec le contenu judiciaire de l'affaire Traoré, mais qui poursuivent des buts qui sont des buts éminemment politiques. Et il y a une politisation aujourd'hui de l'affaire Traoré à la faveur de la situation américaine. Or, la situation américaine n'a strictement rien à voir avec la situation française, en l'occurrence, il faut le souligner, et que s'il y a violence policière, et bien évidemment il existe des violences policières, personne ne peut le nier, mais bon, ces violences policières, elles restent malgré tout, qu'on le veuille ou non, dans l'ensemble des agissements de la police, des violences qui restent quand même marginales, ou en tout cas même si elles existent, elles ne sont pas aussi importantes qu'on veut bien le dire, mais en s'attaquant à la police, on s'attaque aussi à un symbole. La police, c'est quand même le lieu de notre relation à l'autorité. Et donc, en s'attaquant à cette relation à l'autorité, on s'attaque quand même à quelque chose qui est fondamental dans le lien à la République et à la conception que l'on se fait de la République. Et on voit bien qu'il y a derrière quand même ces mobilisations, ces dénonciations, encore une fois, des intentions qui visent à déconstruire le modèle républicain qui est le modèle républicain français. Oui, François Coq. Alors, attendez, oui. François, peut-être, puis après, Éric. Non, moi je pense qu'il y a des instrumentalisations politiques et qu'il y a des instrumentalisations politiques. Il y en a toujours. Oui, mais il y en a toujours, mais il y en a de tous bords. Et il ne faut pas faire comme si on ne voyait pas qu'elles viennent de tous bords. Mais absolument, François. Que la famille Traoré, aujourd'hui, demande d'avoir des éclaircissements et que justice soit rendue parce qu'effectivement, quelqu'un ne doit pas mourir lors de son arrestation. Mais enfin, donc, il y a une instruction qui est en cours, il y a des expertises judiciaires, donc elle remet en cause la justice elle-même, cette famille Traoré. Elle est dans son rôle de demander à aller jusqu'au bout pour oui, mais elle dit que les experts sont racistes et des charlatans. Mais Valérie, la communauté juive... Attendez, laissez finir François. Attendez, le CRIF m'a traité d'antisémite parce que j'ai défendu la décision qui était rendue. J'avais eu accès à l'expertise par un de mes amis. Paul Bensussan qui a été traité d'antisémite, tous les magistrats ont été traités d'antisémites, qui avaient rendu la décision de non-lieu parce que le gars était fou. Hein, c'est toujours la même chose. François a raison, de tous les bords. Ouais. Chacun a sa partition. Pardon. Ce que je dis, c'est que quelle est la question qui est aujourd'hui posée? Est-ce qu'on est sur la question des violences policières? Est-ce qu'on est sur la question de quelle est la place de la police au sein de notre société et des rapports de la police à l'ensemble de la société? Est-ce qu'on est sur une instrumentalisation politique sur la question du racisme? Est-ce qu'on est sur
une instrumentalisation politique par le pouvoir en place pour se servir de cette question dans la période pour faire et réduire la question du racisme à une question sociétale, pour ne pas avoir à traiter l'ensemble des autres problématiques, et notamment les problématiques sociales qui émergent en fin de confinement, je dis qu'il y a instrumentalisation de tous bords sur cette question. Tout à fait d'accord. D'accord. Moi, je pense quand même que c'est vrai que nous avons la chance d'avoir la famille Traoré. Je partage l'avis de l'ex-garde des Sceaux, puisque nous sommes face à des gens qui ne savent pas s'arrêter et qui iront jusqu'au bout. Et je pense que c'est une très grande chance parce que beaucoup de Français sont aveuglés par il faut être gentil, il faut être bienveillant, la diversité, vivre ensemble, et ils n'ont pas tous compris, et souvent de très bonne foi, les ficelles qui sont tirées derrière ce discours en faveur du multiculturalisme. Et je pense que l'excès de la famille Traoré va ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Je pense notamment aux élus France Insoumise qui aujourd'hui pactisent avec des salafistes, avec des anti-français, des racistes anti-blancs pour être élus. Je pense que tous ces gens-là vont devoir tout ou tard affronter une réalité qui est que, en réalité, ils sont les idiots utiles de gens qui font l'éloge de la délinquance et qui font l'éloge d'un racisme anti-blanc parfaitement assumé. Et je pense que ça va éclater au grand jour et c'est une très grande chance. Rappelons que Christiane Taubira a longtemps été l'épouse d'un partisan de l'indépendance de la Guyane au nom de la lutte contre le colonialisme français. On n'a jamais dit que cette ministre, personne n'a jamais dit clairement que cette ministre était dans un camp de gens qui détestaient ce qu'était la France. Moi, je voudrais revenir sur ce que dit Éric, et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Vous savez, il y a une phrase de Max Weber, il disait « Le résultat de l'action correspond rarement à l'intention initiale de l'acteur ». Et là, en l'occurrence, je crois qu'on est véritablement dans cette configuration. C'est que, d'abord, les mobilisations auxquelles on assiste depuis quelques jours sont des mobilisations dont il faut rappeler quand même qu'elles sont quantitativement assez faibles. Mais par contre, elles bénéficient d'une loupe médiatique qui les sursouligne. Et on peut se poser la question de savoir si finalement l'opinion publique ne va pas susciter son propre antidote, ses propres anticorps par rapport à une expression, encore une fois, une expression politique qui apparaît quand même, qu'on le veuille ou non, très outrancière dans ses affirmations. Donc je crois que ceux qui aujourd'hui s'efforcent de vouloir instrumentaliser encore une fois politiquement cette affaire risquent de se retrouver dans une situation bien inconfortable dans les mois qui viennent. Allez, je voudrais qu'on parle quand même... Oui. Juste, je voulais ajouter, les violences policières ne sont pas marginales, c'est tout le problème. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, les luttes sur la loi travail, les luttes sur la réforme des retraites, on a eu des violences policières massives. Ont été filmés partout. À l'étranger, tout le monde s'est interrogé. La justice a refusé de les contrôler. Et aujourd'hui, quand vous faites des sondages et des études qualitatives, l'image de la police est catastrophique de ce point de vue. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un retour de boomerang quand on voit que le pouvoir les lâche. Face au Traoré. Personnellement, moi j'ai un peu de joie mauvaise. Non, je serais plus réservé sur la relation de l'opinion à la police. Certes, il y a eu 85% des Français qui ont une bonne opinion de la police. Il y a eu un ça date de 2019. Non, la balise IFOP, c'était la semaine dernière. Il est tout récent le sondage. Il y a eu un infléchissement, certes, de la relation de l'opinion publique à la police, et notamment, je pense que c'est lié, et là vous avez raison, au mouvement des Gilets jaunes, mais cet infléchissement quand même reste relatif. Certes, comparativement, l'image de la police en France est, disons, moins bonne qu'elle ne l'est dans un certain nombre de pays voisins, mais elle reste encore assez positive. En effet, on n'est plus au niveau d'assentiment qui était celui de la police après les attentats de 2015, mais en l'occurrence quand même, il y a encore un étiage qui reste de confiance qui reste encore très fort. Ouais. Alors on va marquer une pause et on va revenir sur l'émotion qui domine tout, l'émotion qui nous fait perdre parfois un peu le bon sens. On y revient dans un instant avec vous. Tout n'est vu que par aujourd'hui le prisme de l'émotion. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui reçoit Philippe de Villiers. Les manifestations ne sont pas autorisées dans les faits, c'est ce qu'a déclaré hier Christophe Castaner, car il y a un décret. Mais je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Donc cette phrase est évidemment extrêmement commentée depuis hier. Un mot d'un auditeur qui nous dit mais les gilets jaunes c'était aussi de l'émotion. On a pourtant la colère est aussi une émotion. Elle s'est exprimée dans les rues avec les gilets jaunes et elle a été réprimée. Je vous ai entendu Arnaud qui se grattait la gorge, qui bouillait d'impatience. On vous écoute. Non, mais le ministre de l'Intérieur vient d'inventer une nouvelle hiérarchie des normes. On savait qu'il y avait la loi, qu'il y avait la Constitution, qu'il y avait le bloc de constitutionnalité, mais au-dessus de cela, il y a l'émotion. Si vous voulez, c'est un discours qui est complètement contradictoire, parce que surtout dans le contexte actuel, le contexte de déconfinement sanitaire, où d'un côté, vous avez une partie de l'exécutif qui nous dit que le déconfinement doit se dérouler en respectant tout un ensemble de consignes et de mesures qui parfois d'ailleurs sur le plan sanitaire viennent handicaper le retour à l'activité d'un certain nombre de secteurs, et dans le même temps vous avez un ministre de l'Intérieur qui vient nous dire que bon, certes ces rassemblements ne sont pas autorisés par la loi, mais que lui décide de les laisser se déployer. Donc il y a là encore une fois l'exemple que l'on a déjà connu d'injonctions contradictoires, mais la réalité c'est que l'exécutif est vraisemblablement extrêmement inquiet de l'évolution de la situation et pense que en laissant ces marges de liberté, il s'évite vraisemblablement des situations qui seraient des situations beaucoup plus conflictuelles. Oui, mais enfin l'argument d'un ministre de la République de dire l'émotion en gros est au-dessus des lois est incompréhensible. Je crois qu'il n'a pas complètement dit ça. Éric Verhaeghe. Ce qui me semble important dans sa phrase, c'est l'idée d'émotion saine. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une émotion qui est saine et une qui est pas saine. L'obsession des élites françaises de toujours distinguer le bien et le mal. Alors, on peut accepter des émotions si elles sont saines. En revanche, des émotions malsaines, comme celle du gilet jaune qui trouve qu'il y en a marre de payer trop d'impôts, ça, on le combat et ça ne peut pas servir de norme. Et ce qui me semble intéressant dans le raisonnement précisément, c'est que d'une certaine façon, le gouvernement en place nous indique qu'il y a une morale dans l'émotion. Ce que personne n'avait imaginé jusqu'ici. Moi, je suis de ceux qui pensent que toute émotion est bonne à exprimer, même lorsque c'est une colère homérique. Mais pour l'élite au pouvoir, on voit bien qu'une émotion ne peut être exprimée que si elle est bonne. Ça nous rappelle les bons principes de l'éducation bourgeoise dans les beaux quartiers que Régis de Castelnau connaît bien, et à savoir que tout n'est pas bon à dire, c'est une taquinerie bien entendu amicale, tout n'est pas bon à dire. Casernes, monsieur. Et que donc on ne peut exprimer une émotion que si elle est bonne, et en l'espèce, être ému par le racisme est une bonne émotion, et ça peut servir de norme. En revanche, être ému par l'injustice du gouvernement, c'est une mauvaise émotion, et ça on doit la combattre sans pitié. Et je trouve que c'est bien cette idée de moraliser l'émotion qui doit être retenue dans cette affaire, parce qu'elle est probablement la plus dangereuse de toutes. Oui. Régis ou François a commencé à parler. François, moi, je trouve qu'il est profondément dangereux et pour tout dire anti-républicain d'assujettir la loi et l'application de la loi à des critères subjectifs, personnels et pour tout dire politiques. Parce qu'effectivement, ça vient d'être dit, une émotion positive et saine, si on laisse au gouvernement le soin de décider ce qu'il est, eh bien, il dit que le combat antiraciste l'est, c'est bien. Je suis d'accord. Le combat des soignants, il dit que par contre, le combat des soignants, jeudi prochain, quand on voit des arrêtés préfectoraux qui tombent actuellement pour interdire les rassemblements autour des soignants et avec les usagers, c'est pas une émotion positive et saine, ça ? Quand les gilets jaunes se battent depuis des mois et des mois pour exprimer leur volonté de vivre, de pouvoir vivre dignement, c'est pas un combat positif et sain. Donc, ça ne peut pas être le gouvernement qui va décider de quel est le motif pour manifester. Vous savez, c'était il y a un an qu'il y a eu cette loi anti-casseurs
par laquelle le gouvernement voulait décider qui avait le droit de manifester ou pas, en confiant à l'autorité administrative la possibilité d'interdire à certains de participer aux manifestations. Maintenant, ce ne sont plus simplement les personnes que le gouvernement veut trier, mais ce sont les motifs de manifestation. Il veut pouvoir décider par lui-même ce sur quoi on a droit de manifester. Eh bien, je suis désolé, mais à un moment donné, la loi qui était l'expression de la volonté générale pour Rousseau, ça ne peut pas devenir le fait du prince qui assujettit les libertés publiques à sa police de la pensée. Alors, Valérie, vous expliquez... Valérie, alors, Régis, je voudrais ajouter quelque chose. Une telle erreur de la part du ministre de l'Intérieur. Là, écoutez, je ne suis ni virologue, ni psychiatre, ni psychiatre, donc simplement... Il faut les deux dans son cas. François vient de parler de la loi républicaine. Écoutez, je vais être désagréable, je vais rappeler la loi républicaine. D'abord, nous avons ce qu'on appelle... nous avons donc ces décrets qui interdisent les rassemblements de plus de 10 personnes, donc amende, et ce sont également ce qu'on appelle des réglementations particulières de sécurité et de prudence prévues par la loi. C'est ça. Donc, le fait de les violer constitue ces deux infractions, mise en danger délibéré d'autrui et amende de composition. Et que dit l'article 432.1, excusez-moi d'être professoral, du code pénal, parce que si la loi française, François, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, au hasard, un ministre de l'Intérieur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. La loi, elle n'est pas à géométrie variable et M. Castaner commet cette infraction en donnant des ordres à ses policiers, je vais dire juste un petit mot sur les policiers, de ne pas contrôler et de laisser s'accomplir des infractions. C'est inouï. Il devrait déjà être sur le trottoir si on était une république normale. Et il aurait dû être viré du gouvernement dans la seconde. Mais aujourd'hui, il devrait être poursuivi. Cour de justice de la République, François. Les policiers qui obéiront à ces ordres, qui sont manifestement illégaux, eh bien, ils sont également coupables d'obstruction à l'application de la loi. Donc, j'incite les policiers, et leurs syndicats doivent leur dire, surtout, continuez à faire respecter ce que vous n'avez pas fait dans les quartiers pendant le confinement et disperser ces manifestations, etc. En attendant, M. Heitz, qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire, ferait bien d'en ouvrir une autre concernant ces prises de position de ce bon M. Castaner. Sur le plan juridique, c'est gravissime ce qu'il a fait. Mais il ne se passe rien. Arnaud Benedetti, il n'y a pas de conséquences. Si vous voulez, ça traduit un climat, tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression au plus haut niveau du ministre de l'Intérieur, c'est l'expression de quelque chose que l'on voit depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire que c'est l'expression la plus, j'allais dire, incandescente du politiquement correct. C'est une espèce de nouvel ordre moral que l'on souhaite diffuser, imposer, où on va gouverner nos conduites. Et cette espèce de gouvernement des conduites, ça consiste par exemple à nous dire quelle est la bonne ou la mauvaise information. Souvenez-vous de l'initiative qui avait été celle de Madame Sibeth Ndiaye de créer une plateforme pour nous dire finalement voilà la bonne information qui permet de lutter contre les fake news. Et là en l'occurrence c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement décide, l'exécutif décide de nous dire quelles sont les bonnes et les mauvaises conduites en l'occurrence. Et donc on a finalement la tentative d'imposer une forme d'ordre moral du politiquement correct qui est là pour nous inciter finalement à nous conduire selon des critères moraux qu'il prédéfinissent eux-mêmes. C'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. On nous impose un double standard. On nous dit, les gens qui sont chargés de faire respecter la loi républicaine vous disent, elle est à géométrie variable, elle est applicable à certains et pas aux autres. Oui. Mais attendez. Elle est à géométrie variable en fonction d'un certain nombre de principes moraux qui sont définis par l'exécutif. Peu importe quelles soient les motivations. C'est un barbarisme juridique. C'est un esprit de Munich. Esprit de Munich. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Munich? L'esprit de Munich, c'est Chamberlain et Daladier qui imaginent qu'en signant un pacte avec Hitler ou en lâchant des concessions, ils vont éviter la guerre. Aujourd'hui, on pense
qu'en baissant notre culotte devant la famille Traoré et tout leur soutien, qui par ailleurs sont un ramassis d'antisémites et de racistes en tout genre, et de délinquants très souvent, on pense qu'en baissant notre culotte devant ces gens, nous allons éviter une confrontation dans les rues. Et en réalité, Munich n'a pas évité la guerre et Castaner n'évitera pas la confrontation dans les banlieues. Non, parce qu'il y a une détermination. Oui, François Coq. Deux choses, si vous permettez. Bon, la première, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple, c'est que nous, on est en train de débattre sur le fond, on est en train de débattre des propos de M. Castaner, dont je pense profondément que cet homme est un médiocre et qu'il ne mesure absolument pas la portée de ce qu'il raconte. Je le crois incapable de théoriser quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de la ligne politique choisie. Le deuxième aspect, par contre, c'est que ça prouve quand même que l'état d'exception que nous connaissons aujourd'hui n'est pas un État qui est viable sur le long terme. Et donc ça induit naturellement ou pas naturellement, ça induit par interprétation politique ou instrumentalisation politique, le fait de rompre finalement avec les cadres qui sont les cadres qui devraient fonctionner normalement. Et on ne peut pas avoir un fonctionnement raisonné des institutions et de la vie en société sous l'état d'urgence sanitaire permanent ou l'état d'urgence permanent ou les lois d'exception permanentes. Voilà. Pour ajouter à votre petit catalogue, Régis de Castelnau, je vois que la créatrice de Friends, vous savez, la série Friends, présente ses excuses pour le manque de diversité dans la série. Voilà. Il y avait un Italien important. Oui, mais il n'y avait pas il y avait pas assez de diversité. Notre confrère François-Xavier Bourmeau dit « Et au bout de la logique, le showrunner de la Bible présente ses excuses pour le manque de diversité chez les apôtres. » Voilà, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Ce serait intéressant de voir la mobilisation, on n'a pas eu le temps d'en parler, la mobilisation de la manifestation réclamée par la sœur d'Adama Traoré, parce que celle d'SOS Racisme hier a été un flop, on peut le dire. Donc, est-ce que c'est un antiracisme à l'américaine qui est en train de se créer en France? On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans un instant. C'est Philippe Devilliers qui sera l'invité d'André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio et merci à tous les quatre et à vous, auditeurs de Sud Radio, d'avoir été avec nous.